Parce que nous sommes les plus nombreux à faire le choix de la démocratie, rendez-vous à Namur le 7 juin pour une nuit blanche contre liste noire. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Et oui, ce soir, nous allons parler de Nuit Blanche et de Liste Noire. Bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Philippe Tomzik. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes directeur du CEPAGE AFICO Namur. Vous allez nous expliquer exactement ce qu'est cette organisation. Et Bernard Diagre. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Vous êtes directeur du CAL Namur. Alors je plante le décor, l'extrême droite nous donne des insomnies. Ça c'est sûr. Jamais vraiment disparue, elle rôde, mute et évolue aujourd'hui. Elle prend de nouveaux visages. Évitant les références historiques qui font d'elle son extrémisme, elle est plus insidieuse, décomplexée que jamais et sait comment s'emparer des réseaux sociaux. À l'aube de nos élections, unissons-nous pour qu'elle ne prenne jamais du terrain. Voilà pourquoi le CEPAGE, AFICO Namur et le CAL ont décidé d'organiser cette grande soirée donc du 7 juin, Nuit Blanche contre Liste Noire. Qui veut d'abord planter le décor, Bernard ou Philippe ? Allez, Philippe se lance. Pourquoi est-ce que le CEPA, qui est donc un mouvement d'éducation permanente, reconnu dans le cadre du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a décidé d'organiser cet événement du 7 juin ? Alors, décider d'organiser, oui, mais nous ne sommes évidemment pas les seuls. Il y a une quinzaine d'associations ici qui se cachent derrière l'organisation de cet événement, ainsi que des syndicats. Voilà, le constat est clair. On voit que les pays aux alentours tombent les uns après les autres. On voit que l'extrême droite est devenue un réel danger, alors que pourtant beaucoup disaient plus jamais ça, mais les voilà de nouveau à nos portes. Donc on s'est dit, tiens, on ne fait plus rien, on n'arrive pas à stopper, à enrayer malheureusement la montée de l'extrême droite. Donc on s'est réunis d'abord à plusieurs. Il y avait le CEPAG, l'SBL AFICO, qui est la régionale namuroise du CEPAG. Il y a le centre d'action laïque de la province de Namur qui a directement embrayé. Nous avions également Soralia et la FGTB de Namur. Donc là, ce sont les 4 structures qui ont réellement porté dès le départ ce projet. Ensuite sont venues se greffer toute une série d'autres associations du paysage culturel namurois, comme le CAI, comme la Centre de médiation des gens du voyage, d'autres associations comme le collectif antifasciste namurois notamment, le PAC, l'SBL Amiens-Tentu. Et puis progressivement, ça a pris de l'ampleur et nous sommes maintenant une vingtaine d'associations qui seront présentes, une quinzaine physiquement, 5 vont aussi mettre des outils à disposition du public dans le cadre de cet événement. Alors pourquoi ? Parce que c'est mieux de se rassembler, de se regrouper, de sentir la chaleur humaine, de boire un coup, d'écouter des concerts, de faire société finalement que de lire une brochure pour parler de ça, pour parler d'extrémisme et pour influencer le vote 2 jours après, Bernard. Mais j'ai l'impression qu'il faut rassembler les gens de bonne volonté et ceux qui se rendent compte qu'aujourd'hui le loup s'est recouvert d'une fourrure de mouton et que malheureusement les discours haineux sont de plus en plus légion et passent de plus en plus inaperçus. C'est-à-dire que tout le monde accepte des discours poujadistes en faisant un cœur avec la bouche et en disant « Ah bah oui, aujourd'hui c'est la tendance, les discours se durcissent de plus en plus ». Et nous justement, avec Philippe et d'autres associations progressistes du Namurois, on s'est dit mais il faut faire quelque chose, il faut essayer de sensibiliser le public dans la rue. Au mois de juin, il va faire beau, ce ne sont pas encore les examens pour les plus jeunes et qui auront l'occasion d'aller voter pour la première fois. Il est temps de montrer qu'on peut voter différemment, on peut rester des démocrates engagés et investis, et je pense que c'est une des manières d'essayer de toucher le plus grand nombre de personnes et de familles quelques jours avant les élections, 2 jours avant les élections. Vous parlez de loups et d'agneaux et on se rappelle, si vous ne connaissez pas, ce petit dessin des agneaux qui se disent entre eux je vais voter pour le loup, comme ça fera une belle jambe au berger, il comprendra. C'est ça aussi, c'est de rallier à la cause de la démocratie tous ceux qui sont encore hésitants, tous ceux qui sont mécontents de la politique actuelle, et Dieu sait s'ils sont nombreux, on le comprend d'ailleurs, ce désenchantement par rapport au parti traditionnel, à la démocratie, qui veulent poser un geste fort de mécontentement et leur dire non, ça c'est pas du tout la solution en fait, c'est très très dangereux de jouer à ça.
Oui, tout à fait. Donc en fait, tu cibles très bien le problème global. C'est qu'effectivement, il y a un enjeu de réenchanter la démocratie, parce qu'on voit de plus en plus une population mécontente qui a de plus en plus de mal à boucler ses fins de mois et qui, d'année en année, essaye aussi de diversifier ses votes, ses choix, et a l'impression que rien ne change et quelle que soit l'orientation qui est prise, qu'il n'y a pas de changement. Donc c'est important aussi de bien rappeler à la population que l'extrême droite n'apportera jamais les solutions à ces problèmes, que du contraire. Donc généralement, la cible de l'extrême droite reste la population qui rencontre le plus de difficultés dans la vie de tous les jours. Donc c'est important de les outiller, de leur donner les bons outils. Et c'est pas pour rien que c'est une association de plusieurs associations, parce que l'idée est avant tout d'outiller la population. Et c'est important de le rappeler aussi, la lutte contre l'extrême droite n'est pas un combat qui est porté par l'extrême gauche. C'est un combat qui doit être bien plus vaste, qui doit toucher tous les démocratophiles, pour vraiment faire en sorte qu'on soit tous unis face à la montée de ce phénomène. On voit que les arguments sont de mieux en mieux présentés, difficilement contrables, parce que justement... Parce que vrai. Voilà, les problématiques qui sont portées dans l'espace public par l'extrême droite sont de réelles problématiques. Le problème, c'est que les solutions qui se cachent derrière... sont trop simples. Et une réponse simple à une question difficile, c'est toujours mauvais signe. Voilà, et pour démonter tous ces arguments-là, voilà, des choses qui sont présentées en 1 minute, il faut par moment 4 à 5 minutes pour les détricoter, pour prouver leur injustesse. Et malheureusement, on voit que de plus en plus, le temps manque aux personnes qui font ce choix, et il faut réussir à les toucher efficacement. Oui, mais pour autant, et je me fais un peu l'avocat du diable, Philippe et Bernard, en Wallonie, ça va, on n'a pas d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on risque ? Ici, on risque déjà... l'extrême droite en Wallonie n'est pas très présente. On ne la voit pas beaucoup, je dirais. Mais malgré tout, peut-être pas lors de ces élections-ci, mais lors des communales, on aura peut-être une surprise, et une mauvaise surprise, puisqu'on peut estimer que les groupuscules d'extrême droite feraient potentiellement 8 à 9% des votes. Donc, c'est pas anodin non plus. Et puis il y a une perméabilité terrible entre la France et la Wallonie. Et donc, quand on entend un Bardella s'exprimer, comme on l'a vu l'autre jour, face à Gabriel Attal, tout ce que ce monsieur dit, justement, on parlait de loup avec une peau de mouton, c'est bien à ce monsieur-là auquel je pensais. Les choses qu'il dit à la télévision française sont entendues par le public wallon francophone de Belgique. Et je veux dire, l'impact est bien réel. Il suffirait de peu pour qu'une personne charismatique puisse arriver en Wallonie et rafler la mise, je dirais, en termes de vote d'extrême droite. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et à ce village associatif et cette présence dans la rue, je pense que justement c'est une manière de pouvoir déconstruire aussi tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Donc ce sont souvent des discours extrêmement simplistes dont les partis d'extrême droite flamande font usage, et le public qui est sur les réseaux sociaux absorbe tout ça, et c'est très difficile de déconstruire l'argumentaire donné par l'extrême droite, tandis que dans la rue, quand on a un stand et qu'on est un rassemblement d'associations démocratiques, progressistes, il y a moyen d'arrêter le citoyen, il y a moyen de lui parler, il y a moyen de mettre en avant des outils d'éducation permanente. Je pense évidemment à celui que nous, on va proposer aux citoyens qui passeront près de nous, place Maurice Servet à Namur. C'est notre journal Vraiment, qui est une manière d'expliquer aux citoyens de façon complexe, je dirais, sans utiliser des phrases et des slogans creux, ce que pourrait devenir notre pays si demain des partis embrassant des idéaux d'extrême droite devaient arriver au pouvoir. Et ça, on ne peut pas le faire sur les réseaux, on peut le faire en face à face, dans la rue, lors d'un événement tel que celui qu'on organise. Donc vous attendez le plus large public qui soit, pas les convaincus et pas les copains uniquement, évidemment. Le moins possible. Évidemment, les copains, c'est plutôt sympathique et convivial, mais oui, que tous les citoyens puissent
venir ce jour-là, placement réservé, pour tout simplement partager, échanger, dialoguer et essayer de déconstruire ce qui peut l'être, ou en tout cas mettre un petit caillou dans le soulier de celui ou celle qui voudrait voter, mettre un vote sanction, je dirais, sanction face à la démocratie, j'entends. Sanctionner le berger. Sanctionner... le berger n'est peut-être, enfin, je n'utiliserai peut-être pas ce mot-là, mais en tout cas sanctionner les politiciens démocrates. Et je pense que c'est une manière de toucher les gens qu'on ne pourrait pas les toucher de la même manière sur les réseaux, par exemple. Philippe. Oui, donc c'est important de rappeler que c'est un événement qui s'adresse à tout le monde. On a voulu un événement totalement accessible aux cibles aussi de l'extrême droite, ceux qui sont potentiellement susceptibles de voter pour eux. Donc l'événement sera gratuit. Donc c'est quelque chose qui est important de le dire. On a une belle programmation musicale grâce au soutien aussi des artistes qui se sont engagés à participer. Allez-y, citez-nous. On a par exemple Ziza Youssouf, on a Pape de la Cora, on a le groupe Suprême, Magical Amulette, Chic Shewa, Nerds, qui sont à chaque fois des artistes engagés et qui ont voulu aussi participer de manière active. Donc là, la gratuité permet aussi de rassembler massivement les personnes. On a aussi, c'est peut-être anecdotique, mais on a Burger Solidaire qui est un food truck, mais un food truck également engagé. Eux ont un principe un petit peu comme on fait dans certaines brasseries, où en gros le 11e burger est offert à un public en situation de précarité. Donc là aussi, nous on s'est permis de contacter toute une série d'associations du Namurois qui vont nous remettre un listing, et en gros à l'entrée, en même temps que le personnel et ceux qui auront fait des pré-réservations auront aussi l'accès du coup à un burger gratuit durant cet événement-là. Donc c'est important de le souligner. On essaye vraiment de rassembler un maximum de monde et un public qui n'est pas nécessairement un public de convaincus. L'idée est justement d'aller les chercher, d'échanger avec eux et de les convaincre que l'extrême droite ne sera jamais la solution. Pour refaire société, Philippe et Bernard, et ce qui est toujours étonnant, on s'aperçoit aujourd'hui que pas mal de gens ont besoin d'un chef, d'un leader fort qui fédère, mais qui est presque dictatorial. Ça se voit dans beaucoup de pays du monde, en Amérique latine, aux États-Unis, même en Europe, Pologne, Hongrie, Turquie. Comment redire aux gens que c'est quoi? C'est parce qu'ils ont peur? C'est parce que justement ils sont désenchantés par le monde, parce que ce qu'on nous promet demain n'est quand même pas très joli, et que donc quelqu'un qui prendrait les choses en main de manière forte sauverait la mise? Tout dépend de quelle mise on parle, effectivement. Il y a une peur, effectivement, et la peur est vraiment très mauvaise conseillère. Et évidemment, les partis d'extrême droite jouent là-dessus en permanence, mentent éhontément pour faire peur aux citoyens qui sont dans une sorte d'angoisse permanente. Enfin, je ne parle pas évidemment de l'éco-anxiété qui s'ajoute à ça, le post-Covid aussi qui a laissé des traces énormes et dont on ne parle pas assez chez les jeunes, entre autres. Donc il y a toutes ces peurs qui sont là. Il y a quand même une sensation parfois d'effondrement d'une civilisation, et là de nouveau les partis d'extrême droite jouent sur ces peurs. Oui, effectivement, il y a tous ces éléments-là qui jouent, et bien d'autres encore. Évidemment, il y a les pays, certains pays tels que la Chine, la Turquie et d'autres qui font peur aussi. On se demande de quoi demain sera fait, mais je pense que tout ça participe pleinement à ces votes et au rejet de la démocratie qui, pour certains, n'a pas trouvé les solutions de demain. Vous parliez, Bernard, du journal, vraiment, qui montre ce que pourrait être, c'est comme une dystopie, nos sociétés de demain sous régime extrémisme. Ne parlons bêtement que de l'Italie, à 2 portes de chez nous, et le droit des femmes qui est en net recul. Quelle société nous promet l'extrême droite ?
Ah bah écoutez, pour les femmes ce sera terrible puisque c'est la première, je ne vais pas parler de minorité parce qu'elle est souvent majoritaire, quoique aujourd'hui au niveau mondial il y a moins de femmes que d'hommes me semble-t-il. Il y a des raisons aussi politiques à ça. Les femmes seraient les premières perdantes et toutes les minorités d'ailleurs, les LGBTQIA+, n'en parlons pas. Mariage, IVG. L'IVG, le mariage pour tous, l'adoption d'enfants pour les couples homosexuels, enfin tout ça disparaîtrait complètement. Et il y a bien d'autres choses encore qui disparaîtraient tout simplement, sans parler des droits fondamentaux aussi qui seraient mis en danger. De notre État-providence, de l'État social. Philippe, c'est ça qu'il faut montrer aux gens, c'est que regardez la société que l'extrême droite nous propose et les solutions qui impliquent ne sont pas celles qu'ils vous font croire. Oui, effectivement, il y a toute une série de mesures liberticides aussi qui se cachent derrière l'éventuelle accession au pouvoir d'un parti d'extrême droite. Et ça, généralement, on ne le voit pas dans le programme. Je veux dire, l'avantage de la démocratie, c'est qu'on a encore le droit de choisir. Donc, on peut évidemment ne pas être d'accord avec tout. Et finalement, la liberté individuelle est laissée à l'interprétation de chacun. Mais l'extrême droite va avoir tendance aussi à imposer les choses. Donc, c'est ça que quand on demande un pouvoir fort, mais est-ce vraiment ce qu'on a envie que quelqu'un décide des éléments qui sont généralement de l'ordre du privé? Voilà, c'est là où il faut aussi bien questionner les votants sur ce sujet-là. Avant tout, c'est notre droit de disposer de nous-mêmes et d'avoir aussi des droits, de pouvoir s'exprimer, ne serait-ce que dans l'espace public. Il est clair qu'avec l'extrême droite au pouvoir, le droit, par exemple, des syndicats de pouvoir s'exprimer, le droit de grève, la liberté d'expression, donc tout ça serait évidemment mis en cause. Et là, je ne parle même pas encore des droits migratoires. Pourquoi avoir choisi comme date le 7 juin, donc 2 jours avant l'élection? Parce que les gens sont des électeurs de dernière minute, un peu comme aux États-Unis et les États qui balancent entre deux. Vous sentez, quand vous parlez sur le terrain avec des gens, qu'ils sont perdus, qu'ils ne savent pas quoi voter et que ça va se décider dans l'isoloir à la dernière minute, que ce n'est pas préparé, qu'il n'y a pas une réflexion foisonnante ou pas suffisante? Il semblerait qu'il y ait 30% d'indécis, c'est ça? Donc ça en dit long, et on voit à quel point d'ailleurs les politiciens et politiciennes sont nerveux, puisque ce sera jusqu'au bout qu'ils devront aller chercher des voix, tant les gens sont indécis. Donc oui, il y a un réel danger. Philippe, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail d'éducation permanente. Dites donc si personne... je vous taquine. Si personne ne sait pour qui voter, voilà. C'est vrai que c'est un choix important. Après, de là en faire un bilan pour l'éducation permanente, il ne faut pas exagérer non plus. Je sais que c'est pour rire. C'est un travail ardu, long et fastidieux. On plante des graines et on les arrose un maximum en espérant qu'en pousse quelque chose. Donc c'est un peu ça aussi l'éducation permanente. Mais voilà, au niveau du choix, pour revenir sur le choix de dernière minute, il y a effectivement des statistiques aussi qui prouvent que ne serait-ce que voir un politique à l'entrée d'un bureau de vote, et c'est pas pour autant que c'est interdit, influence vraiment le choix. Donc, et là, l'idée du 7 juin, on est à 2 jours avant les élections, l'idée aussi est de proposer une trêve. Donc l'idée est d'attirer les citoyens, les politiques. L'idée n'est pas qu'à notre événement, on fasse du tractage ou qu'on vienne diffuser des propos partisans, loin de là. Mais c'est aussi de montrer et de rappeler que c'est tous ensemble qu'on a réussi jusque-là à faire un véritable cordon sanitaire, notamment médiatique. Mais on voit qu'il est fragilisé de plus en plus même par des partis démocratiques. Donc en Wallonie et pas en Flandre. En Wallonie, tout à fait. Et il est important par leur présence aussi, c'est réaffirmer en même temps ce soutien à la démocratie, ce soutien
à ce refus total de gouverner aussi avec l'extrême droite. Parce que quand on parlait de la France tout à l'heure, mais on n'a pas parlé des Pays-Bas, on voit que là, il y a un gouvernement. Il faut parler de plus en plus de tous nos pays voisins. Oui, tout à fait. Donc on voit que la tache d'huile, malheureusement, a tendance à se diffuser, et il faut continuer, nous, à lutter tant qu'on le peut, parce que je pense que c'est devenu ça aussi. C'est un enjeu. Tant qu'on peut encore lutter contre l'extrême droite, il faut le faire. Et il faut le faire efficacement et tuer le poussin dans l'œuf tant qu'il est encore temps. En parlant de poussin, justement, un mot pour terminer sur les jeunes, les primo-votants. Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce que vous sentez qu'il y a un réel désir de leur part de s'emparer de leur droit de vote, ou est-ce qu'ils sont perdus et que finalement les grands combats les intéressent, on l'a vu, les mouvements pour l'écologie, mais sinon, est-ce qu'ils font encore partie, est-ce qu'ils connaissent les partis traditionnels, Bernard? Mais j'ai l'impression qu'il y a dans les plus jeunes, il y a un investissement pour une cause, mais pas pour un parti, et que donc ils vont effectivement aller manifester pour les enjeux climatiques, et puis peut-être que dans 2 ans ce sera pour un autre enjeu, mais je ne vois pas, en tout cas je ne perçois pas chez les plus jeunes aujourd'hui un engagement réel pour tel ou tel parti ou telle ou telle idéologie. Ça m'a l'air d'être plus fractionné. Ce ne sont pas non plus des métiers qui font rêver, donc peu peut-être s'engagent en politique aussi. Or, on aurait besoin de cette force vive, Philippe. Oui, ce qu'on constate aussi, c'est que les jeunes ont toujours un mot à dire. Ils ont toujours un positionnement, mais a contrario, ils ne se retrouvent plus dans les partis démocratiques traditionnels ou dans les structures, même organisées, même des grands mouvements d'éducation permanente. On voit quand même de plus en plus qu'ils sont désertés par la jeunesse. Et pourtant, on les voit quand on parle d'enjeux climatiques du genre. Voilà, du genre, tout à fait. On voit que les jeunes sont bien présents et ont bien un positionnement par rapport à ces sujets-là, mais on les retrouve étonnamment absents dans des structures, je vais dire, traditionnelles. Comment est-ce qu'on va les toucher alors? Comment est-ce qu'en éducation permanente, par quel biais on arrive à les toucher, ces jeunes? C'est compliqué? Le problème aussi de l'éducation permanente et de son décret, c'est que justement, on s'adresse à un public majoritairement adulte. Donc on a tendance à ne pas avoir aussi les soutiens financiers pour aller déjà chercher cette jeunesse-là. Donc là, c'est aussi un vaste débat, une revendication du secteur. C'est essayer d'élargir au maximum cette tranche d'âge. Voilà, on est parfois aussi nous-mêmes confrontés à une certaine réalité. Il faut rentrer dans un cadre, dans un décret. Et par exemple, faire de l'animation dans les écoles, c'est considéré comme étant du public captif. Donc on n'est pas totalement aussi dans le décret. Et malheureusement, on n'est pas financé dans les structures comme les structures d'éducation permanente pour aller vraiment faire un travail de sensibilisation auprès des jeunes, ce qui est dommage. Oui, parce qu'on peut voter à 16 ans maintenant, pour les européennes en tout cas. Oui, tout à fait. Et nous, ce qu'on fait, mais pas dans le cadre de l'éducation permanente, c'est on s'appuie sur la culture qui, peut-être sauvera-t-elle le monde. En tout cas, c'est une des possibilités. C'est une utopie, mais qui peut être réelle. Mais on a vu quand même que des œuvres d'art ont révolutionné certains pays, dont la petite Belgique. Mais c'est vrai que en s'appuyant sur des œuvres d'art, des spectacles, de la danse, des concerts, du théâtre, etc., on peut sensibiliser les jeunes. Et c'est ce qu'on fait. On va dans les centres culturels, on fait des bords de scène, on fait des animations après des pièces de théâtre qui évoquent les sujets dont on vient de parler. Ça nous permet d'aller après dans les écoles, dans les classes et sensibiliser les jeunes comme ça. Et donc ça, ce sont vraiment les 15-17 par exemple, où là on peut vraiment construire un débat, voir à quel point parfois les jeunes sont vraiment focalisés sur les réseaux sociaux et donc parfois n'ont pas un regard très critique sur les événements mondiaux qui nous occupent. Et là, ça nous permet justement de mettre de la complexité dans le débat, dans la discussion. C'est vraiment un travail, je dirais, de dentelière. Comme tu le disais tout à l'heure, Philippe, c'est semer et arroser tant que faire se peut, et répéter la chose tel le Sisyphe poussant son rocher, mais avec le sourire bien sûr, comme disait Albert Camus. C'est vraiment ça, c'est se dire que rien n'est jamais fini et qu'il faut persévérer
et que de ces efforts que nous menons tous ensemble, les associations telles que celle de Philippe et la nôtre, c'est permettre à certains d'avoir cet esprit critique et d'avoir une réflexion, je dirais, complexe. Rien n'est jamais acquis, mais gardons le sourire, avec une bière à la main et un burger, et devant un petit concert le 7 juin, c'est ça Philippe? Rappelez-nous l'endroit précis. C'est bien ça, le 7 juin, place Maurice Servet. Il y a aussi une action à Liège, non? Tout à fait, c'est juste en fait Nuit Blanche contre Liste Noire, c'est bien de le rappeler aussi, est à la base d'une initiative qui a été lancée par l'SBL La Cible, qui en est maintenant à sa 9e édition déjà à Liège. On a des partenaires communs sur l'événement, hein, ne serait-ce que citer les Territoires de la Mémoire qui mettront à disposition des pins Triangle Rouge. Donc voilà, on a le cinéma Caméo. Donc première édition à Namur, mais 9e à Liège déjà. C'est ça, oui, tout à fait. Donc... Ça a mis du temps à Namur. On dit que les Namurois sont lents. Non, je ne le dirai pas. Nous n'avons rien entendu. Peut-être encore une chose, si tu... Je vous en prie. Outre les concerts, il y a également des activités qui sont prévues pour les enfants. Et donc pour les familles qui auraient envie de venir nous rendre visite, de boire un verre, de discuter et de prendre du bon temps, ils peuvent prendre leurs enfants, leurs petits avec eux, puisqu'il y aura des activités dédiées à cette tranche d'âge. Jusqu'à 2h du matin. Ça, c'est les parents qui voient. C'est laissé à l'appréciation de chacun. Vous attendez combien de personnes? Ça, grande question. Alors, d'après les derniers référencements, on approcherait un peu plus d'1 millier de personnes. Donc, on est quand même content pour cette première édition. Donc, on a essayé de faire au mieux et on espère vraiment que ça va attirer un maximum de monde parce qu'effectivement, c'est la première édition. Il y en a déjà une seconde qui est annoncée au mois d'octobre. Bien sûr, pour les élections communales. Tout à fait, qui ne sera pas sous forme de mini-festival urbain comme ici. Ça sera vraiment un événement culturel avec des spectacles déjà programmés, comme le spectacle Idées Noires, qui a été diffusé à la Cité Miroir début de cette semaine. Et voilà, ce spectacle aussi est intéressant. On parlait de comment sensibiliser dans les écoles. Ce spectacle, on est clairement dedans et je vous le recommande. Donc j'espère vous retrouver également nombreux et nombreuses en octobre pour assister à ce spectacle. Bernard, le mot de la fin. Eh bien, ce sera le 10 et 11 octobre, je crois, non? C'est bien ça. Si je ne m'abuse. Et oui, rejoignez-nous vendredi 7, place Maurice Servet à Namur. Nous serons très sérieux, mais nous avons aussi la possibilité de rire entre deux prises de parole sérieuses, puisque le sujet qui nous concerne est essentiel pour l'avenir de notre démocratie. Et je disais en entrée d'émission Nuit Blanche pour Liste Noire, non, contre Liste Noire, évidemment. Rendez-vous donc à Namur le 7 juin. Merci Bernard Diagre, merci Philippe Tomczyk, je le dis bien, d'avoir été là ce soir pour nous inviter à cette grande soirée en réaction donc à l'extrême droite, à l'extrémisme. Ça ne nous aidera jamais. Il faut absolument sauver nos démocraties et les réenchanter. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous suivre, d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci messieurs, à très bientôt. Merci.